Merci à tout le monde de nous rejoindre aujourd'hui pour notre discussion. Vous êtes les bienvenus. Donc, juste pour expliquer le format de le webinaire, ça va durer 30 minutes. On va avoir 15-20 minutes de discussion et après une session de questions. Donc, vous trouverez à droite de vos écrans l'espace chat où vous pouvez poser des questions et n'hésitez pas. Donc, nous avons le plaisir de discuter aujourd'hui avec le professeur François Cotton, chef de service au CHU de Lyon et président de la Société française de neuroradiologie. Bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui. Je sais que vous êtes beaucoup sollicité au GFR. Donc, j'ai fait un petit tour sur Google ce matin et j'ai vu que vous êtes auteur de 288 publications, citées plus que 4000 fois, donc impressionnant. Bravo. Parmi ces publications, il y a beaucoup de sujets sur beaucoup de troubles neurologiques, mais il y a une maladie en particulier qui a retenu votre attention. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez un tel intérêt pour la sclérose en plaques? Merci de me recevoir pour discuter justement d'intelligence artificielle et de sclérose en plaques. Alors, la sclérose en plaques, c'est une maladie intéressante parce qu'elle est fréquente. C'est la première cause de handicap non traumatique du sujet jeune en France. C'est plus de 100 000 personnes qui ont une sclérose en plaques en France. C'est également le premier coup pour la société en termes de maladies neurologiques, parce que l'espérance de vie est proche de la normale. En fait, on est à moins de 6 ans peut-être par rapport à la normale. Donc, c'est une maladie qui est longue, c'est une maladie chronique et de plus en plus de traitements sont efficaces, à la fois sur la composante inflammatoire et surtout la composante inflammatoire, mais également sur la composante neurodégénérative. Par rapport à ces nouveaux traitements, à cette maladie chronique, je pense que c'est pour ça que ça m'intéresse. Et puis ça touche le cerveau. Le cerveau est un organe noble, on va dire, qui m'intéresse particulièrement. Il faut savoir que c'est une maladie qui existe depuis très longtemps, bien avant la vaccination d'hépatite B. Vous avez sûrement entendu parler de ça. C'était décrit la première fois probablement observé la première fois chez les Vikings. On appelait ça la sclérose des îles, avec même une hypothèse génétique scandinave et peut-être des éléments épidémiologiques intéressants là-dessus sur l'évolution de la maladie à travers l'âge. On en retrouve également des formes au Moyen-Âge, et puis Charcot l'a décrit, bien entendu, à Paris, à la Pitié-Salpêtrière. Donc voilà, c'est une maladie qui m'intéresse particulièrement, une maladie qui ne touche que le système nerveux central, et une maladie qui ne touche que l'homme avec un grand H, l'Homo sapiens. Il y a des modèles expérimentaux animaux, mais il n'y a pas d'animaux qui ont des scléroses en plaques. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est assez intriguant. Voilà. Pour toutes ces raisons, c'est une pathologie qui m'intéresse. Et du coup, la maladie a une longue histoire avec des origines à l'âge des Vikings, mais maintenant, on a des outils pour analyser profondément la maladie. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le rôle de l'imagerie dans la prise en charge des patients atteints par la sclérose en plaques? Et peut-être pour aller plus loin, l'importance du radiologue dans leur prise en charge. D'accord, donc deux questions importantes. Donc l'imagerie qui est réalisée donc pour la sclérose en plaques, c'est une imagerie par résonance magnétique. Le scanner n'a plus aucun intérêt, et surtout il est en défaut par son manque de résolution en contraste. Donc c'est un outil diagnostique et de suivi de la maladie. C'est un outil indispensable pour les neurologues. C'est un outil indispensable pour voir ce qui se passe, et c'est même des critères diagnostiques de la sclérose en plaques. C'est rare d'avoir une maladie où l'imagerie fait partie des critères diagnostiques. En général, les critères diagnostiques sont purement cliniques, et là, l'IRM fait partie des critères diagnostiques. Ça a été montré par McDonald plusieurs fois, il y a eu plusieurs classifications, notamment sur ce qu'on appelle la dissémination spatiale et temporelle des lésions, c'est-à-dire qu'il y a des lésions à des endroits différents du cerveau. Ça va des nerfs optiques jusqu'à la moelle épinière.
et puis des lésions qui apparaissent et qui disparaissent. Ça, c'est l'évolution naturelle de la maladie sans traitement. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi assez unique. Si on prend par exemple l'exemple d'une tumeur cérébrale, elle grossit en permanence, ou elle n'évolue pas, mais elle ne disparaît pas spontanément. Si on prend un accident vasculaire cérébral, c'est aigu, ça arrive, ensuite il y a des séquelles. C'est pas des lésions qui apparaissent et qui disparaissent. Donc ça, l'IRM va d'abord servir pour le diagnostic positif de la maladie. Donc faire le diagnostic positif, c'est aussi éliminer toutes les autres causes de ce qu'on appelle les hypersignaux flares que l'on trouve dans le cerveau, qui peuvent être vasculaires, hein, par exemple. Alors comment on fait la différence? Comment on affirme que c'est comment on émet l'hypothèse que ce soit une sclérose en plaques. Ça, c'est important. Donc, il y a des drapeaux rouges qu'on va rechercher. S'il y a des saignements, par exemple, c'est pas une sclérose en plaques. S'il y a une atteinte méningée, même si le concept d'atteinte méningée est en train d'évoluer avec les hauts champs, c'est pas une sclérose en plaques. Et puis, s'il y a une disposition particulière anatomique, ça l'évoque. Et bien entendu, c'est associé à la clinique toujours. Et c'est associé aux paramètres biologiques. En sachant qu'il y a des états qui sont avant la sclérose en plaques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de poussée, il n'y a que une découverte de lésions à l'IRM, ce qu'on appelle les syndromes radiologiques isolés. Et là, effectivement, il n'y a pas de clinique, mais il y a des dispositions particulières et l'IRM a toute sa place. La deuxième grande indication au niveau de l'IRM, sa deuxième force, c'est le suivi. Suivi des patients. Alors pour ça, il faut connaître l'évolution naturelle, et quand on suit des patients, en général, en France et en Europe, c'est la recommandation du MAGNIM, c'est la recommandation de l'Observatoire français de la sclérose en plaques. On suit ces patients avec une IRM par an. Je parle des patients qui sont jeunes, que l'on suit. Ça, c'est ce qui est recommandé actuellement. Et lorsque l'on va suivre les patients, on va s'intéresser, d'une part, est-ce qu'il n'y a pas des complications? On sait que certains médicaments, et heureusement de moins en moins, peuvent donner ce qu'on appelle la LEMP, le encéphalopathie multifocale progressive, qui est une réactivation d'un virus particulier, le virus JC, du nom du premier patient John Cunningham qui en est décédé il y a quelque temps en Angleterre. Et ce virus JC va se répliquer du fait de l'immunosuppression du cerveau dans le nucléus des oligodendrocytes et détruire petit à petit le cerveau. Et là, c'est vrai que si on découvre avant les signes cliniques cette LEMP, on va guérir le patient. À partir du moment où il est symptomatique, c'est déjà presque trop tard. Donc, un rôle essentiel de veille par ce suivi en IRM pour certaines complications comme la LEMP, il y en a d'autres. Un autre rôle essentiel, c'est l'évolution des patients traités. Est-ce que le médicament est efficace ou pas? Et ça, c'est essentiel. Comment va évoluer l'atrophie cérébrale? C'est pas toujours facile. Là, on a besoin d'intelligence artificielle. Comment vont évoluer les lésions? Et on va comparer les lésions entre elles. Et ça, c'est très, très important. On peut avoir un patient qui présente pendant son traitement des poussées cliniques. Ça veut dire que le traitement n'est pas efficace. On peut avoir un patient pendant son traitement qui ne présente pas de poussée clinique, mais néanmoins qui va avoir de nouvelles lésions en IRM. Ça veut dire que le traitement est partiellement efficace, qu'il faut peut-être le changer. Un traitement, ça coûte cher. Il y a des patients qui répondent bien en fonction des traitements, donc c'est important de donner le bon traitement au bon patient. C'est la médecine personnalisée, et c'est important aussi de prédire peut-être cette évolution naturelle et cette évolution des patients traités. Alors le rôle du radiologue, c'est tout ça, c'est de pouvoir suivre correctement son patient. Enfin, le patient n'appartient à personne, mais un patient qui souhaite un mot, déjà essayer aussi de le rassurer, ça c'est important. Avoir le temps pour le discuter avec lui, le voir correctement, en sachant qu'une IRM en moyenne en France, c'est 20 minutes peut-être d'acquisition. Et en 20 minutes, il faut regarder beaucoup d'images, il faut discuter avec le patient, le voir, ne pas se tromper. Quand on n'est pas sûr, bien entendu, renvoyer sur le neurologue, mais un patient qui souhaite avoir un mot, je pense que c'est important de le voir. Voilà notre rôle, donc diagnostic et suivi des patients traités, notamment. Très bien, très bien. Et c'est clair que c'est un rôle clé dans la prise en charge des patients sclérose en plaques. Et pour vous, quels sont les enjeux et les difficultés auxquels les radiologues sont confrontés aujourd'hui particulièrement? Alors, il y a une difficulté. Il y a probablement pas assez d'IRM en France. Bon, ça, on le sait depuis longtemps. On a souvent soulevé ce problème. C'est valable pour la sclérose en plaques, c'est valable pour d'autres pathologies, hein, bien entendu. Mais on sent qu'on est à une sorte de saturation des équipements lourds. Et ça, c'est une problématique parce qu'il y a une problématique de délai, une problématique de séparation de flux également avec tout ce qui est urgent et non urgent. Et avec des équipements, que ce soit en privé ou en public, qui sont vraiment saturés.
Donc ça, c'est une première difficulté, c'est l'accessibilité, sur laquelle il faut se battre à tous les niveaux. Les médecins doivent se battre sur cette accessibilité aux équipements lourds pour les patients, parce que c'est un outil qui est indispensable. Avant, on faisait une IRM tous les 3, 4, 5 ans. Maintenant, on fait une IRM par an. Et puis, dès qu'on va mettre des nouveaux traitements, on fait une IRM à baseline, on fait une IRM à 6 mois, on fait une IRM sur un doute, sur une complication. Donc, on va faire beaucoup plus d'IRM. La fréquence a augmenté. Et c'est certes que le parc a augmenté, mais la fréquence des examens complémentaires a augmenté. Il y a plus de 86 millions d'actes de radiologie qui sont réalisés par an. C'est énorme, c'est plus que la population générale. Donc là, il y a un problème. Problème aussi d'avoir beaucoup d'images parce que de plus en plus, on va faire des séquences 3D. Et des séquences 3D pour couvrir un cerveau, c'est 200, 250 images. Dans plusieurs séquences, on arrive peut-être à 1000, 2000 images, voire plus. Et il faut pouvoir avoir le temps d'analyser correctement ces données, le temps pour faire un compte-rendu structuré qui soit de qualité, le temps pour voir le patient, et ça, c'est une difficulté. Le temps est une difficulté, accessibilité et temps, je dirais. D'accord, ouais. Et on parle un peu de l'intelligence artificielle et parce qu'il y a beaucoup d'intérêt autour de ça et enthousiasme. C'est vrai que on entend parler beaucoup de les avantages, les bénéfices de cette technologie, que ça offre la possibilité de révolutionner le diagnostic, le choix de traitement et la prise en charge des patients et l'évolution de la maladie. Pour vous, quels sont les avantages les plus marquants et qu'est-ce qui vous passionne le plus dans cette technologie? Bon, déjà, c'est des technologies d'avenir, et avec l'avenir, il faut mieux faut mieux comprendre toutes ces technologies plutôt que de dire qu'elles sont inutiles. Donc, je crois beaucoup en ces technologies d'intelligence artificielle. C'est une aide avant tout. C'est pas l'IA qui va remplacer ni le radiologue ni le neurologue. On a fait un très beau challenge l'année dernière sur la prédiction du handicap à partir de l'IRM. On prédit la clinique à partir de l'IRM. C'est pas rien. Ça va pas remplacer le neurologue. Et puis le radiologue, c'est pareil. Ça va pas le remplacer. Mais ça va nous aider. Ça va nous aider parce que, par rapport à ce que je vous ai dit, il y a 2000, 3000 images. On a quelques minutes pour analyser ça. Quand vous avez un patient que vous suivez avec une IRM par an qui a 2 lésions dans le cerveau, et on vous demande est-ce qu'il y a des nouvelles lésions, ça va. À la rigueur, on n'a pas forcément besoin d'intelligence artificielle. Ce même patient, il peut avoir 1000 lésions, des petites lésions millimétriques. Et là, on vous demande de comparer ça en quelques secondes, quelques minutes. Franchement, on en est incapable. On va se tromper. Et derrière, la conduite thérapeutique va changer. C'est-à-dire qu'on va peut-être changer de traitement par rapport à ce que l'on dit. Donc, c'est pas anodin. C'est les critères de Rio qui ont été montrés par Sormani notamment. Et voilà, s'il y a des nouvelles lésions, même si le patient est asymptomatique, ça veut dire que le traitement marche pas bien. Ça veut dire que le handicap, le DSS, qui est une façon de mesurer le handicap, va progresser. Donc, si on se trompe dans notre compte rendu, c'est pas anodin. Et là, on a besoin, quand il y a beaucoup de données, d'intelligence artificielle. Et peut-être que ce temps d'intelligence artificielle va nous aider aussi pour discuter un peu plus avec le patient. Notre problématique, c'est l'atrophie cérébrale. L'atrophie cérébrale, c'est pas facile. Alors, moi, je regarde pas mal de comptes rendus comme ça. C'est probablement une des choses les plus difficiles en neuroradiologie. Quand on regarde, soit que ça soit en cross-sectionnel, quand on regarde un patient à un temps donné, est-ce qu'il y a une atrophie ou pas? Des fois, c'est évident, des fois, c'est pas évident. Que ce soit les maladies neurodégénératives ou la sclérose en plaques. Donc ça, c'est une aide, soit de façon transversale, soit de façon analyse longitudinale. Le cerveau humain, on perd à peu près 0,1, 0,2% de cerveau par an. Je dirais après 40-50 ans, parce que de 20 à 40 ans, on peut avoir un volume cérébral qui augmente même parfois, avec plein de facteurs qui interviennent. Et si on veut vraiment mesurer cette atrophie, il faut être extrêmement précis. Et l'IA peut nous aider. Ça veut dire qu'il faut une précision qui soit inférieure à 0,3% quand on estime un volume du cerveau, un volume normalisé de préférence, et c'est pas facile. Donc voilà, je dirais les 2 points intéressants, c'est détection de lésions actives, aide à la détection de lésions actives, aide à l'analyse de l'atrophie. Est-ce qu'on est dans un processus aussi d'atrophie, finalement d'évolution naturelle de la maladie, ou est-ce qu'au contraire un médicament va agir sur cette composante neurodégénérative? C'est pas facile, c'est un vrai challenge. Et puis après, je dirais que la troisième chose, mais là on en est qu'au début, c'est la prédiction. Si on est capable de prédire, on est capable de guérir.
La prédiction en médecine, c'est très, très important. Si on est capable de prédire avec des modèles, prédire l'évolution même personnalisée d'un patient, on arrive à la médecine personnalisée, à des traitements personnalisés. Et ça, c'est un vrai challenge et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se développent actuellement et je crois beaucoup à ça. C'est pas facile, mais c'est possible. Ça tombe bien, c'est la thématique de GFR cette année, Oui. l'imagerie prédictive. Donc, c'est clair que c'est l'avenir de la santé et l'intérêt pour le patient, je pense que c'est qu'on a cette capacité de prédire l'évolution de la maladie. On a ça en clinique le plus vite possible. Quels sont les obstacles, selon vous, à surmonter pour que l'imagerie prédictive puisse être adoptée en routine? Donc déjà, il faut prouver qu'elle soit efficace, qu'on n'est pas dans le dark side de l'intelligence artificielle. On est vraiment, d'un point de vue scientifique, il faut montrer que c'est pertinent, que c'est fiable, robuste, reproductible. Ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, essentiel. Toujours avoir un recul aussi sur ce que l'intelligence artificielle va nous montrer. C'est pour ça qu'elle peut pas remplacer le médecin. Parce qu'il faut quand même toujours une expertise pour savoir j'ai un exemple, par exemple, d'un patient qu'on suivait avec des techniques d'intelligence artificielle de mesure d'atrophie cérébrale. Et puis d'un coup, son volume du cerveau avait augmenté. On s'est dit, chouette, c'est le médicament, c'est extraordinaire, un médicament révolutionnaire. Non, c'est pas ça, il avait une lésion active avec un œdème. Et donc, le volume cérébral avait augmenté. Donc, c'est bien d'avoir de l'IA, mais il faut être sûr de ce que l'on mesure. Après, une fois que c'est le cas, si on a un modèle prédictif, par exemple, qui fonctionne, là, on peut aller très, très loin. Les freins seront peut-être plus réglementaires, les marquages CE, et puis ensuite les modèles économiques. Qui va payer ces outils d'IA? Est-ce que les établissements vont pouvoir l'acheter est-ce que c'est des laboratoires de recherche? Est-ce que c'est les médecins à leur cabinet? Voilà, ça c'est des vraies questions. Le modèle économique, pour l'instant, n'est pas là, mais voilà, il va falloir réfléchir à ça. Je rebondis sur les aspects validation et réglementation parce que c'est quelque chose qu'on vit au quotidien à Pixel. Et vous avez mentionné juste avant l'OFCEP. Donc, pour la validation, je fais le lien là parce que pour la validation, il faut beaucoup de données et beaucoup de validation, de l'expertise un peu pluridisciplinaire derrière. Est-ce que vous pouvez, et je pense que l'OFCEP joue un rôle majeur pour ça, concernant ça, est-ce que vous pouvez juste nous présenter un peu les missions de l'OFCEP? Alors, l'OFCEP, c'est donc l'acronyme pour Observatoire français de la sclérose en plaques. Bon, c'est une très bonne question d'aborder cet observatoire. Ça a été initialement mis en place par le professeur Christian Confavreux, qui était neurologue à Lyon. Et puis maintenant, c'est Sandra Vukusic qui s'occupe qui porte ce projet. Donc, c'est des neurologues, c'est des ingénieurs, c'est des imageurs qui font partie de ce groupe, des biologistes. C'est une cohorte qui a été financée en 2011 dans le cadre du Grand Emprunt sur 10 ans, qui a permis de structurer un peu, de structurer la cohorte avec un centre de coordination nationale qui est situé à Lyon. Et il y a plusieurs sous-groupes. Il y a un groupe clinique, il y a un groupe biologique, et puis un groupe d'imagerie. Donc je porte la partie imagerie de l'OFCEP. L'un des objectifs premiers a été d'harmoniser les pratiques. Autant vous dire que c'est compliqué, c'est difficile, parce que tout le monde au début est persuadé d'avoir la bonne technique, la bonne séquence, que les séquences évoluent très vite, les techniques évoluent très vite, et que c'est difficile de communiquer finalement ensemble au départ. Mais je crois que ça a été une force des imageurs, une force des neuroradiologues, une force de la Société française de neuroradiologie, de pouvoir proposer un protocole minimum d'acquisition, à la fois avec les bonnes séquences, et puis à la fois avec une réflexion sur la fréquence d'acquisition. Actuellement, j'ai regardé les derniers chiffres, il y a 11 000 IRM qui sont intégrés dans le cadre de la cohorte OFCEP. Pour ces 11 000 IRM, le patient a donné son consentement. Ça s'est intégré. Ces IRM sont liés
aux données cliniques et aux données biologiques, voire aux données génétiques des patients. Donc ça, c'est une grande force. Et ces données sont accessibles. Moyennant bien entendu un projet qui passe par un comité scientifique, validé par un comité de pilotage, sont accessibles à la communauté scientifique, médicale, pour porter des projets. Donc, que ça soit en imagerie ou que ça soit dans d'autres thématiques. Donc ça, c'est une grande force, je pense, de l'Observatoire français de la sclérose en plaques. Ça permet aussi de voir les complications, ça permet peut-être aussi des analyses médico-économiques. Donc les projets sont extrêmement variés. On a pu, grâce à l'OFCEP, par exemple, organiser le challenge des GFR l'année dernière. Et là où vous avez gagné. Donc voilà, je trouve que c'était une force de l'OFCEP de pouvoir permettre ça, de donner d'autoriser l'analyse de 1000 IRM avec 14 équipes. Et là, avec une intelligence artificielle un peu intéressante, c'est-à-dire que, en fait, moi, je n'avais pas eu le temps de faire la segmentation ou de trouver des équipes pour faire la segmentation de la vérité terrain. Et donc, on a pris comme vérité terrain le DSS, qui est un marqueur clinique. Et comme entrée, on avait le 3D flair. Et prédire avec le 3D flair, finalement, le DSS à 2 ans, ou se rapprocher, je trouve que c'est extrêmement performant. Montrer qu'on est capable de prédire, ou en tout cas d'évaluer la clinique à partir d'une imagerie 3D flair. C'est ce qui a été fait, et ça a été fait grâce à l'Observatoire français de la sclérose en plaques. On travaille actuellement aussi sur peut-être un autre challenge, sur les lésions actives, voir quels sont les outils qui pourraient automatiquement se rapprocher de la détection des lésions actives. On fait de moins en moins de gadolinium. Ça aussi, c'est une force de l'OBSEV, c'est quelque chose qu'on a publié il n'y a pas très longtemps. On s'est réunis avec les neuroradiologues, avec les neurologues intéressés par l'imagerie. On a refait un protocole pour s'affranchir, lorsqu'on le peut, de l'injection de gadolinium du fait des dépôts de gadolinium dans le cerveau. Voilà. Et ça aussi, ça a été une force de ce consensus national. Oui, c'est clair que l'OFCEP, un organisme très, très important pour, je pense que pour le comité de la sclérose en plaques, pour tous les acteurs parmi nous, et nous, on est ravis de travailler avec vous et avec l'OFCEP. Je pense que c'est quelque chose qui, pour nous, on est content d'être en France parce qu'on peut avoir cet accès et ces relations avec l'OFCEP qui est unique au monde, on peut dire. Oui, ça reste une initiative qui est unique, non pas sur le nombre d'IRM, parce qu'on peut il y a des initiatives où on trouve 1000, 2000 IRM aux États-Unis, mais le fait de tout lier, clinique, biologie, imagerie, avec un dossier, je dirais, médical spécifique, ça, c'est effectivement assez unique. C'est assez unique et je pense que c'est le début. Super. Ce n'est que le début. Je vais peut-être, je suis conscient du temps cool, mais peut-être je peux juste poser une dernière question s'il n'y a pas de questions sur le chat. On peut pas arriver en octobre 2020 sans parler de Covid, je pense. Peut-être quel est l'impact de Covid pour la prise en charge des patients sclérose en plaques? Est-ce que l'intelligence artificielle peut apporter des solutions ou comment, c'est quoi vos avis sur ça? Alors, en fait, il y a deux questions là-dedans. La Covid-19, parce que c'est une disease, l'Académie française a voulu que ce soit la maladie Covid. Donc, la Covid, au niveau de la sclérose en plaques, donc il y a un très beau papier qui est sorti dans JAMA Neurologie par l'équipe parisienne, c'est l'INWAPR, justement sur la cohorte française, qui a montré plusieurs choses. Finalement, il y a des facteurs indépendants, l'âge par exemple, le surpoids, etc., qui sont indépendants finalement de la sclérose en plaques et des risques. Et puis, le fait d'avoir des traitements de fond, n'augmente pas la sévérité de la Covid-19, notamment sur les formes pulmonaires. Ça, c'est quelque chose qui est important. C'est pas parce que les patients sont traités qu'ils ont plus de risques de faire des formes sévères. Ça, c'était un point, je pense, important de ce papier qui est sorti dans JAMA Neurologie.
Ensuite, l'intelligence artificielle et la Covid-19. Donc là, on sort un peu de la sclérose en plaques, mais je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Il y a des choses que l'on va faire peut-être maintenant parce qu'on a centralisé toutes les données de neuro-Covid au niveau de la Société française de neuroradio. C'est porté par Stéphane Kremer, qui est le PI, on va dire, du projet à Strasbourg. Donc, centralisation des données, on a une cohorte qui est unique pour le coup dans le monde. On a déjà travaillé là-dessus avec plusieurs papiers. Et maintenant, oui, on pourrait s'intéresser à l'intelligence artificielle, soit pour mesurer les microsaignements que l'on a, soit pour évaluer l'atrophie, parce qu'on sait qu'il y a des troubles cognitifs qui se développent dans le neurocovid. Voilà. Donc, il y a plusieurs choses intéressantes à développer au niveau de l'IA. Un peu prématuré peut-être, mais voilà, on a quelques pistes. Super. Super. On a reçu une question sur le chat. Donc, oui. Actuellement, qu'est-ce qui manque à ces solutions d'intelligence artificielle pour pouvoir s'affirmer en tant que solution indispensable dans le traitement de ces maladies? Oui, c'est vrai que c'est une bonne question. Je pense que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut vraiment, ce qui manque, c'est de pouvoir valider les techniques actuelles sur un grand nombre de patients, être sûr de la robustesse de ces techniques, la fiabilité de ces techniques, être sûr qu'elles ne changent pas quand on change d'IRM. Ça, c'est quelque chose que j'ai observé avec d'autres outils d'IA. Si on change d'IRM ou de constructeur, c'est pas tout à fait les mêmes paramètres. Est-ce que ça marche ou pas? Donc, il faut vraiment cette fiabilité et cette robustesse et ce niveau scientifique de preuve que ça soit efficace. Et à ce moment-là, on pourra y aller sans problème. Ok. Très bien. Oui. On est sensible à ça. C'est d'être sûr que l'intelligence artificielle peut marcher dans la vraie vie, en fait. Parce que c'est facile dans un labo avec un petit jeu de données de montrer des résultats énormes, mais la vraie vie, c'est autre chose. Je crois qu'on a une autre question. Une question pratique. Ah oui, donc intéressant. Une question pratique. Est-ce que vous partagez le rapport d'intelligence artificielle comme le nôtre avec le patient? Est-ce que c'est destiné aux radiologues seulement ou c'est quelque chose qui peut être partagé avec le patient? Je pense que c'est essentiellement destiné aux radiologues ou aux neurologues qui le compte rendu. Pour l'instant, ce n'est pas partagé forcément au niveau du patient. Ça peut changer. Ça peut changer quand il y aura plusieurs outils qui vraiment seront robustes et utilisés. Parce que le patient, il se renseigne. Le patient, il lit, il va sur Internet. Le patient, il sait les choses. Il sait les choses peut-être même des fois avant vous. Je me rappelle d'un patient qui dit « Mais écoutez, vous m'injectez du gadolinium, mais pourtant il y a des dépôts dans le cerveau. Vous êtes sûr que vous allez faire une injection ?» Et je dis « Mais non, et vous avez raison, c'est une bonne question. » Voilà. Donc peut-être qu'un jour le patient dira « Mais vous avez utilisé quel outil d'IA pour dire que je n'avais pas d'atrophie cérébrale ?» On n'en est pas là. Ça peut arriver. Pour l'instant, c'est quelque chose que l'on garde un petit peu entre nous. Yeah. Et puis parce que c'est important aussi d'avoir cette discussion avec le patient et de parler de chiffres, d'intelligence artificielle. Peut-être que c'est pas ce que l'on recherche actuellement avec le patient. Ok, très bien. Ouais. C'est intéressant. En tout cas, je vois que je sais que vous avez un autre rendez-vous après, donc je pense qu'on va arrêter là. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. C'était une discussion très, très passionnante. Pour résumer, je peux dire peut-être juste qu'il y a sans doute beaucoup d'efforts, de travail pour atteindre l'objectif de prise en charge optimale pour le patient de sclérose en plaques. Je suis ravi de faire partie de cette communauté, de travailler avec vous, avec l'OFCEP, à côté de tout le monde qui lutte contre cette maladie. Donc, merci encore une fois et merci à tout le monde qui a participé aujourd'hui. Et à très bientôt. Oui, merci Sénat. À bientôt. Au revoir. Bientôt. Merci pour tout. Au revoir. Ouais.